Aujourd'hui, donc je suis avec Frédéric, spécialiste pêche chez Garmin. Bonjour Frédéric. Ouais, bonjour Michel et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui est réglage sondeur pour les sondeurs traditionnels uniquement. Donc tout ce qui est paramétrage avancé des sondeurs traditionnels. On reviendra dans une deuxième vidéo pour tout ce qui est Clearview, SideView. Donc aujourd'hui, on va voir uniquement ce qui est sondeur traditionnel. Donc sondeur traditionnel, alors déjà, donc on fonctionne aujourd'hui sur un simulateur, hein, c'est pour vous permettre de voir ce que vous allez voir en direct sur votre bateau. Donc ici, on a notre sondeur traditionnel et on voit que on n'est pas dans les bonnes unités, on est en pied et en Fahrenheit, donc ce qui n'est pas très parlant. Donc on va vous montrer rapidement comment changer ces unités pour commencer. Donc on va aller dans Accueil, ensuite Paramètres. Ensuite, donc, on va retrouver Préférences, Unités et Unités du système. Donc là, il faudra bien faire attention de rester en unité personnalisée. Et dans personnaliser, j'ai possibilité de mettre la profondeur en mètres, la température en Celsius, la distance en 1000 nautiques puis mètres, la vitesse en nœuds, ça c'est bon, l'altitude on va le mettre en mètres, et le volume on va le mettre en litres, même si on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Voilà, donc on repart sur le sondeur traditionnel. Alors sur ce sondeur traditionnel, qu'est-ce qu'on peut en dire, Fred, du coup? Déjà, un sondeur traditionnel, peut-être revenir quand même sur la technologie, c'est que c'est une technologie qui est absolument essentielle pour la pêche. On ne peut pas se passer d'un sondeur traditionnel, parce que le sondeur traditionnel, il est véritablement fait pour voir les poissons. Les autres technologies sont... On peut également voir les poissons, mais elles sont plutôt faites pour d'autres utilités, comme reconnaître les structures. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Là, sur la droite de l'écran, on voit une échelle de profondeur. C'est important parce que ça permet de nous situer dans l'espace. Notre bateau, en fait, à l'instant T, il est situé exactement au niveau du zéro. Là. Voilà. Le bateau, il est ici. Et on voit un sens de défilement de l'écran. Tout ça, c'est notre historique sondeur. Donc, évidemment, ce qu'on voit à l'écran, là, on voit une petite tête de roche au milieu de l'écran avec une détection tout autour. C'est pas parce qu'on voit du poisson sur un écran que le poisson il est situé sous notre bateau et qu'on va pouvoir le pêcher. Là, il est peut-être situé déjà 50 ou 100 mètres à l'arrière du bateau. Donc, ça ne sert à rien de s'arrêter et de pêcher sous le bateau à ce moment-là. Ce ne sera pas comme ça qu'il faudra faire. Sur cette image, on voit également la profondeur qui s'affiche en grand. Donc, ça, c'est la profondeur à la verticale du bateau, la température de l'eau et la vitesse surface. Ce qu'on voit également comme information, en bas à gauche, on voit une petite information avec marqué chirp. Ça veut dire que la sonde qui actuellement est active est une sonde chirp et qu'on est en train de balayer toute une plage de fréquences. Donc voilà. Effectivement, là on est en simulateur avec une sonde chirp. Donc sur votre bateau, il y aura soit marqué chirp, soit marqué la fréquence dédiée à cette sonde-là. Hein. Ça va dépendre de la sonde que vous aurez. N'hésitez surtout pas à demander conseil, soit à un revendeur, un installateur agréé, soit à Garmin directement. Hein, vous nous demandez directement pour savoir quelle sonde choisir en fonction du type de pêche que vous allez faire. Donc, puisque là, donc, on va utiliser une sonde chirp, ce qui est le cas de la plupart des utilisations, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais, déjà, la plupart des bateaux, quand ils sont montés en pack, sont proposés avec des sondes chirp. Et effectivement, on détaillera beaucoup ces sondes chirp. Donc là, voilà, ça c'est l'explication du graphique. Sur ce graphique, ce qu'on voit en premier, c'est en bas à gauche, et ici j'ai possibilité de mettre en pause, de revenir sur cet historique. Et effectivement, là on avait une tête de roche ou une épave, on ne sait pas exactement, mais il y a possibilité de créer un waypoint, de dire cette tête de roche là, je l'enregistre. Donc je crée un waypoint ici, tac. Et donc le point, il va se créer à l'emplacement où l'épave est, ou l'épave ou la tête de roche, et j'ai possibilité de modifier le nom.
Donc je vais l'appeler tac épave par exemple. Terminé. Ah, alors j'ai déjà une épave qui s'appelle épave, donc je vais l'appeler épave 1. Tac, terminé. J'ai possibilité de changer le symbole, donc là vous utilisez ce que vous voulez, hein, il y en a pas mal. J'ai possibilité aussi de changer, de mettre un commentaire. Donc là je mets ce que je veux. Ce que je mets souvent comme commentaire pour la pêche, je dis que c'est une épave qui est productive à marée montante ou à marée descendante. Enfin, on peut mettre des informations comme ça ou voilà, des épaves qui sont efficaces par grand coefficient ou petit coefficient. Enfin, voilà, on peut multiplier les informations et c'est pas du luxe quand on se retrouve avec plus de 1000 waypoints sur son appareil pour être capable de dire, ben voilà, ce waypoint-là, quand est-ce qu'il est productif ou quand est-ce qu'il l'est pas. Donc effectivement, sur l'information du waypoint, on va retrouver donc son nom, son commentaire, la position, la profondeur et la température de l'eau au moment où on a pris le waypoint. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, la manipulation que vient de montrer Michel. Ça montre bien qu'on voit une détection, on voit un banc de poisson, on voit une structure sur le fond. On peut prendre son temps, on peut remonter dans son historique pour aller la marquer, et ça permet d'éviter de remonter sur sa trace pour repasser sur la boule de détection et de déranger le poisson. Donc on marque, on se met en situation de pêche et ensuite on arrive à proximité de la détection pour la pêcher efficacement. Et après, donc on y reviendra sur un autre tuto, mais il y a possibilité de dire je vais naviguer jusqu'à ce point-là. Donc si je crée un autoguidage, ça va créer une route vers ce waypoint. Donc j'ai possibilité d'y revenir. Hop. Donc on part sur le sondeur. Maintenant qu'on a vu donc le principe du sondeur, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des menus, si tu veux bien, Fred. Oui, bien sûr. Il faut simplement appuyer sur menu pour voir un petit peu ce qui va s'y afficher. Donc dans les menus, le menu principal, ça va être le réglage de la sensibilité qui est quand même quelque chose d'essentiel sur un sondeur. Parce qu'en augmentant la sensibilité, on voit apparaître beaucoup plus de détails à l'écran, et à contrario, en baissant la sensibilité, on va en faire disparaître une grande partie. L'intérêt étant évidemment de faire apparaître à l'écran ce que l'on souhaite. Si c'est uniquement avoir le profil de fond, on peut avoir une sensibilité relativement basse. Par contre, si on veut faire apparaître des petits échos, d'abord des plus gros poissons, mais surtout du poisson fourrage, et bien on va augmenter la sensibilité jusqu'à voir apparaître tous ces petits échos qu'on peut penser être des parasites au départ, mais finalement qui sont bien souvent des petits bancs de poissons. Donc ce réglage de sensibilité, on peut le régler soit manuellement ou alors en automatique. Donc moi je le mets souvent en moyen automatique ou en haut automatique. Parce que les pré-réglages de Garmin sont vraiment très très bien faits. En haut automatique, en général, on se trompe pas beaucoup. Donc là, on voit effectivement un banc de poissons dans la masse d'eau qui est bien apparent, et on voit quelques petites particules qui sont dans la masse d'eau. Ensuite, deuxième réglage qu'on peut avoir, c'est la fréquence. Donc on en parlait tout à l'heure avec le type de sonde utilisé. Donc là, on est en chirp. Et je vois tout un tas de fréquences en dessous. Alors, à quoi ça correspond du coup, Fred ? En fait, ces différentes fréquences, elles dépendent surtout d'abord du choix de la sonde qu'on a mis sur notre appareil, et surtout de la profondeur. Concrètement, plus on va pêcher dans des petits fonds, plus il faut choisir des fréquences élevées, parce que c'est avec des fréquences élevées qu'on aura une très belle définition de l'image. Donc sur un fond, on va dire sur un fond de moins de 100 mètres, on va souvent rester sur des fréquences hautes, type 200 kHz. Et puis plus on va augmenter la profondeur, sur un fond de 100 mètres, on va pouvoir très bien passer en 95. Et sur des fonds de plus de 200 mètres, on sera obligé quasiment d'utiliser une basse fréquence comme le 50 kHz. Alors ça, ce sont des fréquences isolées qui sont affichées là, mais il existe également des sondes chirp qui travaillent soit en haute fréquence, soit en moyenne fréquence, soit en basse fréquence. Voilà. C'est ce qu'on a chez la plupart des revendeurs, hein. C'est ce qu'on a du high, du medium et du low. Ouais. Ça correspond à ces fréquences-là, en fait. Il y a du chirp haute fréquence autour de 200 kHz
C'est ça. Du chirp médium autour de 95 et du chirp low autour de 50. Et il ne faut pas hésiter non plus, de temps en temps, si on a des sondes qui sont bifréquences, de regarder la différence entre une haute et une basse fréquence, parce que bien souvent, on va voir plus de choses avec une basse fréquence, parce que les cônes des sondes en basse fréquence sont plus larges que les hautes fréquences. Les hautes fréquences, il y a une très très belle image. Pourquoi? Parce qu'on focalise le signal dans un faisceau qui est très étroit. On a une très belle qualité, mais on a une mauvaise idée de notre environnement. Donc, si vous êtes dans des tout petits fonds, de temps en temps, c'est pas totalement idiot d'utiliser une basse fréquence pour voir tout ce qui se passe à proximité de votre bateau. Donc ensuite, j'ai possibilité d'appuyer sur gérer les fréquences. Alors, qu'est-ce que c'est cette fenêtre-là, du coup, Fred? Gérer les fréquences, c'est ce qu'on appelle un synthétiseur libre. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait une sonde Sharp qui va travailler de 185 à 210 kHz. Eh bien, on va arriver à isoler une fréquence fixe. Par exemple, moi, je veux isoler le 210 kHz. Donc là, on va sélectionner 210 kHz. Donc, c'est la plage de fréquence la plus haute du faisceau Chirp. Donc, cette fréquence-là aura le faisceau le plus étroit. Donc, pour les gens qui pêchent en vertical, par exemple, ça peut être très intéressant parce que ce qu'ils verront à l'écran, ils sont sûrs que c'est véritablement à la verticale de leur bateau. Tous les gens qui pêchent au jig, ils ont besoin d'avoir de la verticalité. Donc, c'est pas idiot et ça peut être très utile d'aller sélectionner une fréquence bien particulière dans toute une plage de fréquences pour utiliser le faisceau le plus étroit ou le faisceau le plus large en fonction. Hein. Voilà, si j'utilise le 50 kHz, ce sera le faisceau le plus large. Le plus large, tout à fait. Effectivement, il y a des sondes qui sont en wide. En général, c'est du high wide d'ailleurs. Oui. Et donc là, on a une gamme de fréquences qui est très large. Et donc, quand on fonctionne en chirp classique, on va dire, on va utiliser toutes ces fréquences. Et donc, on a un angle, un cône qui est très très large. Donc, si on veut réduire un petit peu le cône, on va utiliser une fréquence en particulier. Donc, si vous connaissez une fréquence en particulier pour tel type de poisson, ça peut être utile. Ou alors à 210 si vous voulez vraiment réduire au maximum. En général, quand vous appuyez sur gérer les fréquences et que vous mettez un nouveau pré-réglage, voilà, fréquence disponible de 25 à 210 kHz. Alors ça, c'est la plage disponible pour l'appareil, mais si vous avez une sonde qui est déjà enregistrée dans l'appareil, elle va vous afficher de 85 à 210 kHz et vous pourrez choisir entre 85 et 210. Voilà. Donc tout est noté sur l'appareil, vous ne serez pas perdu et vous n'allez pas vous mettre à gérer une fréquence que l'appareil ne sera pas capable de lire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le zoom. Alors ça peut être intéressant de l'activer. Ça, on va voir exactement ce que c'est. Ouais. Donc pour l'activer, hein, c'est comme ceci. Sur la droite, on a le menu du zoom. Et on a un mode qui est apparu là aux dernières mises à jour qui s'appelle agrandir. Ouais, il est très intéressant ce zoom parce que la plupart du temps, quand on zoome sur un sondeur, en fait, on augmente toute la masse d'eau et ça a tendance à déformer l'image. Alors que là, en activant le mode agrandir, on va créer une petite fenêtre. Voilà, ça c'est typique d'un zoom classique où on a une déformation d'image qui rend l'interprétation assez compliquée. Alors que quand on se met en mode agrandir, en fait, on crée une petite fenêtre qu'on va pouvoir déplacer et on va même pouvoir venir zoomer à l'intérieur de cette fenêtre simplement pour augmenter, voilà, pour augmenter la taille des échos. Et c'est un recalcul permanent, ce qui fait que la taille des échos ne va pas être déformée. Et moi, je m'en sers énormément pour aller vérifier qu'il y a bien des poissons qui sont collés près du fond, ou alors aller vérifier la densité au milieu d'un écho. Voilà, là on voit des échos qui apparaissent. Ils ont des couleurs, voilà, ils ont des couleurs bien définies. Il y a du rouge à l'intérieur. On abordera ça tout à l'heure, mais bon, ou du jaune. Donc ça veut dire que ce sont des poissons qui sont des beaux poissons. Donc une fonction qui est extrêmement intéressante à utiliser. Donc là, effectivement, on voit qu'on a une réglette pour zoomer.
Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on est sur un simulateur avec une souris. Sur votre appareil, en fait, vous allez pouvoir zoomer avec vos 2 doigts directement sur cette fenêtre, hein. Vous n'avez pas zoomer Exactement. là-dessus. Exactement comme on le fait sur un iPhone pour zoomer, pour aller zoomer une fenêtre, et ben, on va faire exactement la même chose. On va pincer l'écran avec 2 doigts, on va les écarter et, et à ce moment-là, on va pouvoir faire un petit zoom sur l'écran directement et ça, c'est vraiment très pratique et très rapide à effectuer. Ensuite, donc Pour les on a autres, la portée. ouais, La portée, en fait, c'est l'échelle, hein. la portée, moi je la laisse en automatique systématiquement. C'est là où on a le meilleur rapport entre ce qu'on voit à l'écran, voilà, parce que si on augmente la portée, ben, à un moment donné, on risque de se retrouver avec notre fond soit en dehors de l'écran, soit le fond remonté quasiment jusqu'à la surface de l'écran, et c'est pas forcément très utile. Donc moi je le mets en automatique systématiquement. Alors un réglage qui est très important, enfin un réglage, là dans le menu, on a accès à émettre. Alors ça, c'est très très important. Donc il y a possibilité de désactiver l'émission du sondeur. Donc ça, c'est important pour ne pas endommager les sondes, hein, puisque dès que vous allez sortir le bateau de l'eau, il vaut mieux désactiver l'émission pour éviter d'abîmer les sondes, tout simplement parce qu'une sonde Chirp qui émet dans l'air va monter en température, et quand elle monte en température, au bout d'un moment, elle claque. Et je vais rajouter quelque chose, c'est que notamment sur les sondes Chirp 600 watts et 1 kg, elles ne seront pas garanties si elles claquent pour une augmentation de température. Parce qu'à l'intérieur de la sonde, il y a un petit mouchard qu'on appelle un XID, qu'en fait, qui est une petite carte qui permet de reconnaître la sonde et de faire que l'appareil émette à la bonne puissance sur l'émission. Mais en même temps, ce petit mouchard, il va bien nous dire, bah oui, la sonde, à un moment donné, elle est montée en température et puis elle a claqué. Et si elle est montée en température, c'est qu'elle a fonctionné en dehors de l'eau. Donc dès que le bateau est sorti de l'eau, dès qu'il est sur remorque, eh ben, il suffit de désactiver l'émission sondeur. Et comme ça, vous êtes tranquille. Si vous voulez garder votre appareil allumé, vous désactivez l'émission sondeur. Ça, c'est un geste c'est une espèce de petite routine qu'il faudrait prendre systématiquement. Parfait, donc on a vu les réglages, on va dire, principaux du sondeur. Ensuite, on a ce qu'on appelle les réglages avancés du sondeur. Donc le premier réglage qu'on va avoir, c'est la vitesse de défilement. Alors du coup, Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? La vitesse de défilement, plus on va l'augmenter, plus on va voir le rafraîchissement de l'écran aller de plus en plus vite, hein, on voit bien. Mais forcément, plus on va augmenter la vitesse de défilement, plus les échos vont s'étirer et moins ils vont être faciles à interpréter. Donc, moi, je vous engage à régler votre vitesse de défilement entre 2 et 3, qui, à mon sens, sont les réglages qui sont les plus efficaces. Alors, sauf si vous êtes un spécialiste de la pêche au mouillage, vous pêchez de la dorade au brumé, et à ce moment-là, pour rafraîchir un petit peu plus vite ce qui se passe sous le bateau, notamment quand il n'y a pas beaucoup de courant, eh bien, on peut augmenter un petit peu la vitesse de défilement. Mais ce n'est pas la peine de la mettre à 9. Hein. Vous l'augmentez d'une ou deux graduations et ça suffit largement. Ce qu'il faut, c'est quand le bateau est à l'arrêt et qu'il y a très peu de dérive, on peut augmenter un petit peu la vitesse de défilement pour rafraîchir un petit peu plus vite ce qui se passe sous le bateau. Mais voilà, d'expérience, entre 2 et 3, dans 95% des cas, c'est le bon réglage. Parfait, donc ensuite on a l'anti-bruit. Alors le premier réglage dans les anti-bruits, c'est les interférences. Donc les interférences, en fait, là sur le mode simulation, je ne crois pas que ça fonctionne. En fait, ça va faire un filtre sur toutes les interférences électriques qu'on peut avoir sur le bateau. Donc ça, effectivement, ça sera adapté en fonction de votre bateau, hein, de votre installation. Donc, ce qu'il faut en théorie, c'est partir de désactiver et monter au fur et à mesure pour avoir le bon réglage. Tu m'arrêtes si je me trompe, Fred. Tout à fait comme ça qu'il faut faire. En fait, d'expérience, notamment avec des filtres, il faut commencer avec des filtres bas
et puis monter progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Parce que si on met un filtre maximum dès le début, ben, en fait, on va retirer un maximum d'informations. On va pas retirer que des parasites, on va aussi retirer beaucoup de petits échos. C'est quand même pas le but du jeu quand on veut régler son sondeur. Parfait, donc ensuite on a le réglage de couleur limite. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Fred? Alors, la couleur limite, ben, on va déjà faire un petit test. Hein. On va voir que quand on monte la couleur limite, voilà, tout va virer. Voilà. Voilà, tous les échos vont virer au rouge ou à l'orange. Donc là, en fait, on ne garde quasiment que les très très gros échos. Et par contre, quand on va baisser la couleur limite, on va recommencer à voir apparaître des petits échos. En fait, on fait disparaître des plages de couleurs. Voilà. Moi, en général, voilà, mets-le à peu près au niveau entre 100 et 120 en profondeur. Voilà. Voilà. La couleur limite, moi, je la mets souvent relativement basse. Donc, dans la couleur limite, donc là, ce qu'on va peut-être faire, on va peut-être changer de code couleur et passer en blanc, enfin en jaune. Alors effectivement, quand on va dans aspect code couleur, donc il y a possibilité de changer la couleur de l'écran. Voilà, là comme ça, on a quand même peut-être une meilleure notion de tous les petits échos qu'on peut avoir. Et là, on va régler à nouveau la couleur limite et on va voir que en montant cette couleur limite, on va faire disparaître une grande partie des échos. Voilà, moi la couleur limite, je la mets toujours, voilà, à peu près, voilà, dans le premier quart. Ah, ça me paraît pas mal, ouais. Voilà. Alors ça, petit aparté, hein, quand l'eau est très claire et que moi je veux voir un maximum d'informations, je me mets sur une couleur avec un fond blanc parce que ça permet véritablement de voir tous les échos. Et par contre, quand l'eau est très chargée et que au contraire je veux essayer d'amoindrir un petit peu tous ces échos, parce qu'il y a quand même là-dedans, il y a quand même pas mal de tout petits échos qui viennent perturber un petit peu la lecture, et ben je me mets sur une autre couleur, pas le bleu classique, mais je me mets sur le bleu, voilà, le premier bleu. Voilà. Et là, l'écran paraît un petit peu plus lisible. Donc voilà à quoi sert ce réglage de couleur limite. Le lissage, je vais passer très vite, c'est vraiment utile quand les conditions de mer sont agitées, qu'il y a beaucoup de clapots ou de houle. Et à ce moment-là, en fait, pour éviter l'effet de tôle ondulée, parce que évidemment le bateau bouge, et donc comme le bateau bouge, les informations de profondeur, elles évoluent aussi un petit peu. Et bien le fait d'aller lisser, on va rendre le fond beaucoup plus clair. On va venir amoindrir les mouvements de clapots ou de houle. Pareil pour le bruit de surface, le bruit de surface ça correspond au rouge qu'il y a sur la surface, donc toutes les perturbations. Donc ça tu me diras si je me trompe, mais quand on pêche à très faible profondeur, ça peut être intéressant de le laisser. De le masquer. Ouais, de le masquer. Ouais. On le masque dans des petits fonds parce que forcément le bruit de surface il peut faire 2-3 mètres. Quand il y a beaucoup de perturbations de surface, et dans un fond de 10 mètres, si on a déjà 3 mètres qui sont masqués par des informations, des perturbations, ça nous laisse plus beaucoup de place pour de l'interprétation. À ce moment-là, moi, je le masque. Et par contre, dans des grands fonds, peu importe qu'il y ait du bruit à la surface, parce qu'on a suffisamment de matière pour pouvoir interpréter ce qui se passe près du fond ou même dans la masse d'eau. Ensuite, on a ce qu'on appelle le TVG, donc le Time Varying Game. Oui. Alors, à quoi ça correspond ça exactement? Alors, d'abord, ça ne sert pas dans des petits fonds. Ça ne sert que dans des fonds moyens ou importants. Il est assez facile de comprendre qu'un écho qui est un poisson de 40 cm qui est à 20 mètres de la surface ou un poisson de 40 cm qui est à 100 mètres de fond, même s'il a la même taille, la quantité d'émission qui a été envoyée par la sonde ne va pas revenir de la même manière. Et donc, en fait, ce TVG va permettre de faire en sorte qu'un poisson qui est à 20 mètres ou qu'un poisson qui est à 100 mètres ait le même retour d'écho. Donc, pour ça,
dans des fonds jusqu'à 30-40 mètres, on met le TVG en bas et puis on va augmenter régulièrement, tous les 20 ou 30 mètres. On va le mettre en moyen autour de 50-60 et on va le mettre en haut au-delà de 60 mètres jusqu'à 150 ou 200 ou 300 ou 400 mètres. Voilà. Et ça permettra que l'ensemble des échos de même taille soient affichés avec la même puissance et donc la même couleur. Donc ça, c'est plutôt des réglages de pêche qui sont vraiment importants. Ensuite, donc, dans Aspect, alors on retrouve le code couleur qu'on a expliqué tout à l'heure. Oui. On a couleur sensibilité. Alors, à quoi ça correspond ce truc-là? Alors, la couleur de sensibilité, c'est là où on peut beaucoup s'en servir, c'est en l'abaissant au contraire. Hein. Parce que si on l'augmente complètement, tout va virer au rouge. Là, donc on n'aura plus de notion de différence entre un poisson de petite, moyenne ou grosse taille. Et par contre, quand on va le baisser entre -6 et -8, qui sont mes réglages moi de base, on va distinguer assez clairement 3 couleurs sur l'écran. On va avoir les échos les plus faibles qui vont apparaître en vert, vert, bleu, jaune. Les échos intermédiaires qui vont apparaître en orange et les échos les plus forts qui vont apparaître en rouge. Donc on pourra faire la différence entre un petit, un moyen, un gros poisson. Mais ce qui est important aussi, c'est que l'épaisseur du fond, là que vous voyez en rouge, plus cette épaisseur-là va être importante, plus le fond sera dur. Donc on imagine un fond complètement plat. Si à un moment donné on voit l'épaisseur en rouge qui augmente, c'est qu'on est sur de la roche. C'est de la roche plate, mais on est sur de la roche, on est sur un fond plus dur. A contrario, si cette épaisseur-là diminue, on va arriver peut-être sur un fond de gravier ou un fond de sable, ou carrément un fond de vase, et le fond sera vraiment très diffus. Voilà, donc c'est à ça que sert le réglage de couleur de sensibilité. Ensuite, on a le ASCOP. Donc le ASCOP, si je ne me trompe pas, c'est vraiment ce qu'il y a en instantané sous la sonde. On voit ici ce qu'il y a sous la sonde. Donc on voit ici des échos de poissons qui sont apparus juste avant ici. C'est ça. Donc là aussi, alors attention parce que le ASCOP, ça prend quelques centimètres sur un écran sondeur. On a l'habitude, notre regard a tendance à se focaliser sur ce qui bouge. Et là, le ASCOP, il bouge bien, donc on regarde exactement ça. Mais ça vient perturber pas mal la lecture de l'écran. Ce mode d'utilisation sondeur, il est vraiment utile, là encore, quand on est au mouillage, qu'on est en train de pêcher en vertical et qu'on veut véritablement voir le plus vite possible ce qui arrive à l'avant de la sonde. Et à ce moment-là, on active le ASCOP. Tout à l'heure, là, quand on a vu la boule de poisson qui est passée, voilà, là on voit quelques poissons qui sont en train d'arriver. On les voit un tout petit peu avant qu'ils n'arrivent à l'écran. C'est véritablement cet intérêt-là. L'intérêt du ASCOP, c'est de prendre la partie avant de la sonde et de pouvoir peut-être remonter son leurre de 2-3 mètres pour pouvoir être pile à l'endroit où les poissons vont arriver. Ensuite, on a ce qu'on appelle la ligne de profondeur. Alors, la ligne de profondeur, ça c'est à activer, on va dire, au moment où vous avez besoin de dire, bah tiens, l'épave, elle est à telle profondeur, elle est à 106 mètres. C'est ça. N'hésitez pas à la désactiver quand vous n'en avez pas besoin, puisque ça surcharge l'écran et le but c'est que l'écran il soit le plus clair possible. Ouais. Bon, contour. Moi, j'y suis pas tout à fait favorable parce que c'est censé délimiter le retour le plus dur du fond avec tout ce qui est posé sur le fond. Donc, si on analysait, tiens, est-ce que tu peux faire un petit stop image et revenir sur la position de l'épave? Voilà. Si on faisait une analyse à ce moment-là, on pourrait dire que c'est une épave et que c'est pas une roche, alors que j'ai quand même de sérieux doutes. Logiquement, cette ligne, ce contour de profondeur est censé représenter véritablement la matière la plus dense du fond. Bon, vous pouvez l'activer si vous voulez, mais on perd quand même à mon sens, beaucoup d'informations. Ensuite, alors on a le symbole poisson, ça me fait toujours réagir, ça me fait toujours réagir. Symbole de poisson, bon, pourquoi des symboles de poisson? Parce que à l'origine,
Les sondeurs n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Leur définition était bien moins bonne qu'aujourd'hui et c'était quand même beaucoup plus visuel et vendeur d'afficher des petits échos de poissons plutôt que des espèces de masses informes qui apparaissaient à l'écran. Aujourd'hui, on a une telle qualité des sondeurs avec des très bonnes définitions, des sondes qui sont capables de bien définir les échos. Et finalement, c'est beaucoup plus simple d'analyser un écho que d'analyser seulement ce petit symbole de poisson. Donc là encore, si vous êtes pêcheur, je vous conseille de ne pas activer ces symboles de poisson. Voilà, avance d'image et étirement d'écho, on va passer très vite. Ça peut être intéressant quand on est sur des grands fonds, d'étirer légèrement les échos pour grandir un petit peu la taille des échos, qui ne sont pas forcément très très visibles, mais c'est pas la peine de les augmenter énormément. On les augmente voilà, d'une ou deux graduations et ça suffit largement. Et données d'affichage, alors ça peut être intéressant. C'est pour personnaliser ce qui va s'afficher sur votre écran. Donc là, on a la profondeur, la température, la vitesse qui sont activées. Il y a possibilité d'activer la tension appareil si vous pêchez à très faible vitesse, par exemple, que vous voulez suivre l'état de vos batteries. Donc là, on est en simulation, ça fonctionne pas, mais vous allez avoir la tension batterie qui va s'afficher ici. Mais sinon, comme disait Fred, le principal c'est de le moins surcharger votre écran, donc essayez de désactiver au maximum ces informations. Le principal c'est toujours la profondeur, la température, éventuellement la vitesse. Après pour l'heure, bon. Il existe également la possibilité, parce que là on est sur des recouvrements sondeurs, mais il ne faut pas oublier que chez Garmin on a aussi ce qu'on appelle des recouvrements généraux qui permettent d'afficher voilà, voilà, énormément d'informations, donc de la vitesse, éventuellement de la profondeur. Donc on peut très bien avoir une barre sur la droite avec toutes les données qui sont utiles, et puis supprimer les données de recouvrement sondeur qui elles, finalement, viennent perturber la lisibilité de notre sondeur. Donc voilà, on peut jouer entre ces deux barres, on peut jouer entre le recouvrement sondeur et le recouvrement général. Bon là, on va le masquer à nouveau, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, on peut jouer avec ce recouvrement. Donc aspect, on a tout fait là-dedans. Ensuite, on retrouve les alarmes. Alors les alarmes, c'est vraiment à paramétrer suivant votre utilisation. Ce qui peut être intéressant, Fred, je pense, c'est une alarme de haut fond. Ouais, c'est surtout en navigation. Voilà, on se dit, tiens, on est sur un fond de 50 mètres, on est en train de naviguer sur un fond de 50 mètres. Tiens, dès que le fond remonte de plus de 5 mètres, moi, je veux avoir une information, je veux avoir une alarme, parce que ça me permettra, alors je suis en train de discuter avec mes potes, de voir qu'on est passé sur quelque chose d'intéressant. Et ensuite, on marquera le waypoint, on pourra revenir voir s'il y a du poisson. Ça peut être aussi, quand on est en phase d'approche, de dire, tiens, voilà, pour pas venir m'échouer sur une tête de roche, je vais mettre mon alarme de haut fond à 5 mètres. Et à partir de 5 mètres, il faut que je sais qu'il faut que je navigue avec circonspection. Encore une fois, donc on retrouve ici une alarme de poisson. Ça, évitez de l'activer parce que sinon ça va sonner constamment. C'est sur le même type de fonctionnement que les symboles. Que tout à l'heure, on avait vu que ça avait remplacé plein d'échos poissons par des symboles. Donc là, à chaque fois qu'il va y avoir un écho potentiel, il va biper. Donc ça risque de biper souvent. Voilà, alarme eau profonde, on s'en sert vraiment très très peu. Voilà, ça, ce sont des fonctions que je laisse désactiver la plupart du temps. Ensuite, on vient au réglage avancé. Alors ça, c'est vraiment des réglages pour des utilisateurs très 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 avancés, donc on ne va pas les couvrir aujourd'hui. Je pense que c'est pas la peine de rentrer trop dans le détail. Ensuite, on a le menu installation. Alors ce menu-là, il est important de le montrer parce que pour vous dire qu'il ne faut surtout pas y toucher lorsque vous êtes néophyte. En fait, dans ce menu-là, on a possibilité de changer le taux et la puissance de transmission.
Donc ça, c'est uniquement si vous connaissez les caractéristiques de votre sonde. Puisque si vous forcez la puissance de transmission à un taux supérieur à ce qu'accepte la sonde, et là, malheureusement, vous allez l'endommager. Et encore une fois, comme disait Fred tout à l'heure, le XID, donc c'est un petit composant qui va tout enregistrer, et lui, il va dire, ah là, c'est le sondeur qui a émis à telle puissance, ce qui a endommagé la sonde, et du coup, ça sera pas pris sous garantie. Donc surtout, ne touchez pas du tout à ça si vous ne connaissez pas les caractéristiques de la sonde. Un menu qui n'apparaît pas aujourd'hui parce qu'on est sur simulateur, c'est la page diagnostic de sonde. Donc normalement, il y a un menu en plus que vous allez retrouver sur votre appareil. Ça s'appelle diagnostic de sonde. Et donc sur ce diagnostic, j'ai possibilité de savoir quel type de sonde est reconnu. Donc, par exemple, si j'ai une GT51, par exemple, quand je vais sur diagnostic de sonde, l'appareil va me confirmer que c'est bien une GT51 avec sa plage de fréquence, sa puissance, etc., etc. Donc ça, vous pouvez aller sur ce menu-là, diagnostic de sonde, vérifier que vous avez bien la bonne sonde qui est reconnue par votre appareil. Par contre, ne touchez absolument pas aux autres réglages. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de tous ces réglages. Oui, oui. Alors, il y a une chose qu'on peut parler rapidement, c'est par rapport à l'appareil en lui-même. J'ai le bouton marqué ici en bas. Donc, ce bouton marqué, en fait, ça remplace le marque, le MARK. Donc, ça va créer un waypoint à l'endroit du bateau. Donc, pile à cet endroit-là, tac, ça crée un waypoint. Encore une fois, je retrouve le menu de tout à l'heure pour modifier le nom, le symbole, etc. Donc ça, c'est une touche rapide, on va dire, pour dire, tiens, j'ai un emplacement de poisson, paf, je le marque, ou une épave, ou un rocher, etc. J'appuie sur marque. Ensuite, je peux continuer ma navigation et je peux revenir sur ce marque. Voilà. En fait, si on veut marquer un point en instantané à la position du bateau, on appuie sur marque. Et si on veut créer un waypoint à la position du curseur, il faut absolument créer un curseur en appuyant sur pause et venir mettre notre curseur à l'endroit précis de la structure ou de la détection de poisson qu'on veut marquer. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est un point important. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Fred. Merci, Michel. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne puisqu'on va placer d'autres tutos. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sur tout ce qui est réglage des sondeurs haute fréquence, donc Clearview, SideView. Voilà. À bientôt. À bientôt. On est bon.